je vais vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous savez, à sa naissance, son espérance de vie en 1875? Est-ce que vous... 60? J'ai entendu la bonne réponse, 45 ans. Effectivement, c'est 45 ans. Alors, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait un tel décalage entre son espérance de vie à la naissance et le fait de vivre plus de 120 ans? Alors, quand on regarde l'espérance de vie et son évolution, depuis 1750, on voit une augmentation linéaire et constante. En fait, depuis plus de 250 ans, l'espérance de vie augmente de 3 mois par an. Alors je me posais la question, qu'est-ce qui pouvait être, quel fait pouvait bien justifier une telle augmentation de l'espérance de vie pendant toute cette période importante? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Est-ce que vous pouvez me dire? La génétique? Alimentation? Hygiène de vie? On les a presque tous. Alors pour la génétique, pour Jeanne Calment sûrement. Mais à l'échelle d'une population, on ne peut pas imaginer que la génétique soit le facteur prépondérant. Donc naturellement, l'hygiène est un facteur prépondérant. Le fait de pouvoir limiter la propagation des maladies. Le deuxième point, c'est naturellement la prise en charge de la santé, la médecine, et le fait de pouvoir développer des nouveaux médicaments. Mais justement, les médicaments, ce que j'ai observé en regardant la courbe, c'est que le prix d'un médicament augmente de plus en plus. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais développer un nouveau médicament, ça coûte plus d'1 milliard d'euros. Et c'est pour ça, la conséquence, que beaucoup de maladies, en fait, sont encore non traitées et n'ont pas de traitement valide. Je pense particulièrement à la maladie d'Alzheimer, ou également aux 8000 maladies rares, où là, il n'y a presque aucun développement de médicaments qui est réalisé. Alors, je me suis posé également la question de comment on pouvait changer ça, comment on pouvait accélérer. Et donc, j'ai regardé un petit peu comment on teste un médicament avant de le tester sur le corps humain. Alors, la première étape, c'est de prendre une cellule humaine, la mettre dans une espèce de boîte de plastique plate et de tester une drogue, de tester un médicament. Alors, l'enjeu, c'est de regarder l'efficacité et la toxicité du médicament. Alors, forcément, les boîtes en plastique, ça ne représente pas vraiment le corps humain, mais ça nous donne déjà une première vision. La deuxième étape, c'est d'aller vers une échelle plus complexe et de regarder au niveau d'un organisme complet, et notamment le modèle animal. Malheureusement, lorsque ces molécules sont validées sur les animaux, lorsqu'elles ont passé ces premiers tests d'efficacité et de toxicité, elles échouent à 90% quand on passe sur le corps humain. Je vous laisse imaginer si 90% des missions spatiales étaient abandonnées juste après le décollage. Alors, je me suis posé la question, vu la faible efficacité, vu le coût de développement d'un médicament, pourquoi on utilise encore le modèle animal? Tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Alors, j'ai regardé un petit peu autour de moi dans la littérature, pas dans la science-fiction, mais plutôt dans la littérature scientifique, s'il n'y avait pas des pistes, s'il n'y avait pas quand même des solutions, s'il n'y avait pas des choses qui étaient faites. Et en fait, il y a plein de pistes, il y a plein de choses. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est de passer une bonne partie de ma vie à développer ces solutions. Alors, ces solutions, elles s'appellent les organes sur puce. Alors, je vais essayer de vous expliquer, mais d'abord, on va essayer de changer d'échelle. On va passer à l'échelle micrométrique. Tout à l'heure, je vous les ai parlé, qu'on mettait des cellules humaines dans des boîtes plates et qu'on les cultivait. Et les organes sur puce, en fait, on va utiliser des cellules humaines, mais on va les mettre dans des structures qui s'appellent des petites puces à l'échelle micrométrique qui vont simuler la forme et la fonction d'un organe. On va faire un zoom pour que vous compreniez exactement.
Imaginez une cellule pulmonaire. Dans une alvéole pulmonaire, d'un côté, il y a du sang, et c'est ce que vous voyez en rouge. Donc il y a du sang et de la vascularisation qui se fait. Juste en dessous, il y a un tapis cellulaire. Encore en dessous, en bleu, il y a d'autres cellules. Et sur la partie inférieure, il y a de l'oxygène. Donc l'idée des organes sur puce, c'est d'imiter ce que vit le corps humain dans un dispositif miniaturisé. Alors, bien sûr, on ne fabrique pas un organe complet. C'est juste une partie, en fait. Et ça, l'objectif, c'est que ça prédise mieux la réponse qu'il y aura sur le corps humain. C'est d'avoir des meilleurs modèles. Un des exemples qu'on développe en ce moment, typiquement, c'est un cancer du rein sur puce. Alors, on met des cellules cancéreuses de rein et on va tester une molécule et on va pouvoir voir l'évolution du cancer en temps réel. Une des autres activités qu'on développe, c'est l'interconnexion de plusieurs organes. L'idée, un peu comme avec le rat, c'est d'avoir un organisme plus complexe. Donc, on peut imaginer prendre une cellule de cœur, une cellule de rein, une cellule de foie, et regarder si il y a un développement de métastases, par exemple, ou l'impact de telle molécule ou tel médicament sur les autres organes. Un dernier projet qu'on développe également chez nous, c'est le fait de pouvoir mettre vos cellules dans ces petits dispositifs miniaturisés. L'idée, c'est que si vous êtes malade, bien sûr, votre génétique est différente des autres, donc un médicament ne peut pas avoir la même efficacité sur chaque personne. Donc l'idée, c'est que si on peut utiliser vos cellules, on va pouvoir développer le médicament à façon. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et donc c'est grâce à cette technologie qu'on pense pouvoir faire accélérer le développement de médicaments. Et qui sait, peut-être, comme Jeanne Calment, commencer l'escrime à 85 ans. Je vous remercie.